On va, oui. Bon, nous allons passer maintenant à la communication suivante. Manon Bachy de Necker, de Trousseau, va donner l'approche en chirurgie pédiatrique de la méthode CHAOS. Merci. Merci, c'est un honneur de présenter les avancées en chirurgie pédiatrique auprès des membres de l'Académie de chirurgie. Je remercie également Marc-Olivier pour l'invitation et pour le titre très attractif qu'il a choisi. Donc, les avancées actuellement en orthopédie pédiatrique, on n'est pas encore avec la réalité augmentée au bloc opératoire, mais plus sur les guides patients spécifiques avec les impressions 3D. Donc, l'utilisation des guides patients spécifiques en pédiatrie, ça remonte maintenant en 2013 avec pour la première utilisation pour aider la résection dans un cas de tumeur maligne au niveau du bassin pour lesquels la résection devait impérativement respecter des marges saines avec un repérage qui était difficile. Ensuite, l'utilisation a été pour un cas un peu plus léger, une synostose au niveau du pied, une synostose talo-calcanéenne, pour lequel le repérage peut être un peu difficile parce que du coup, on ne la voit pas et il y a un enjeu à respecter au mieux, à préserver la surface articulaire. Donc, ça consiste à avoir un os sec et un simple guide de coupe qu'on positionne pour justement juste fiabiliser la coupe et couper uniquement ce qui est nécessaire. Donc, toujours dans ce cas de repérage difficile et pour respecter les surfaces articulaires. Ensuite, on s'est dit l'impression 3D, finalement, avec la modélisation du squelette ex vivo, la reconstruction 3D et ces guides de coupe spécifiques, couplés en plus à une modélisation de la synthèse, pouvaient être utiles pour fiabiliser les corrections comme ce qui était déjà utile. Multiplanaire, c'est finalement le lot de l'orthopédie pédiatrique. On a beaucoup d'os désaxés dans des indications absolument variées, des malformations congénitales, des malformations développementales, tout ce qui va être post-traumatique avec les épiphysiodèses et également les séquelles d'infections néonatales. Donc finalement, réaxer les enfants, comme l'avait dit Monsieur Andry, c'est finalement les bases de l'orthopédie pédiatrique. Les ostéotomies, auparavant, on utilise des calques avec nos radiographies, donc une vue en deux plans, en fait, des déformations. Une ostéotomie qui est planifiée sur des calques et ensuite des ostéotomies qui sont réalisées, donc comme on dit, à main levée ou comme l'a dit Marc-Olivier avec le fameux coup d'œil chirurgical pour faire la correction souhaitée. Ça peut être difficile quand on veut faire une correction biplanaire où on a une correction sur la face, ensuite on doit avoir le profil sans avoir de synthèse qui permet de fiabiliser en fait une correction obtenue. On peut être satisfait sur la face, pas sur le profil. On reprend un peu notre correction. L'idée, c'est que donc, dans certaines déformations, comme par exemple ce cas de déformation de Madelung, où en fait on voit sur la face une pente ulnaire qui est beaucoup trop importante et une translation postérieure, donc c'est en Madelung-like, c'est pas une déformation typique, mais on se dit que chirurgicalement, pour préserver la longueur, il faut faire une ostéotomie idéalement d'ouverture radiale en corrigeant également sur le profil. On s'est dit, chirurgicalement, cette ostéotomie de correction va s'avérer difficile et donc on pourrait bénéficier de ces guides de coupe sur mesure. Pour utiliser cette technologie, ça implique d'avoir une planification 3D, donc c'est une planification scanner qui utilise un protocole avec des coupes fines, donc une grande irradiation. Et également, ça nécessite d'avoir une acquisition sur les deux membres. L'avantage, c'est qu'on va avoir le segment du membre en entier, une acquisition complète de l'avant-bras. Par contre, ce qui est critiquable, c'est qu'on irradie le patient, on passe d'une radio 2D à un scanner, et on irradie également le segment controlatéral qui, lui, est anatomiquement sain. Et on le reverra, on a une vision uniquement sur l'os et on ne voit pas les parties molles. Ça permet du coup d'obtenir une vision 3D de la déformation. Ensuite, il y a une étape donc, de planification donc, qui est moins longue que pour celle du bassin et un temps en fait, de coopération avec l'ingénieur où en fait, le chirurgien doit quand même dire quelle planification il veut faire. Donc là, on voit, on discute, c'est une entreprise belge en anglais. Donc le chirurgien a quand même en pédiatrie son mot à dire parce qu'on n'a pas du tout les abacs comme les adultes. On dit on veut restaurer l'anatomie normale. Souvent, on doit s'adapter un peu à l'âge du patient et à la correction possible. Donc, on simule l'ostéotomie et on simule également l'ostéosynthèse qu'on va vouloir utiliser si on veut respecter les physes ou si on veut décaler, préciser le nombre de vis. Donc ça nécessite aussi d'avoir un logiciel disponible du type d'ostéosynthèse. Hop. Alors, attendez, excusez-moi.
Ensuite, une fois que la planification en fait est validée par le chirurgien et l'industriel, eh bien, il va y avoir un temps, comme l'a évoqué Marc-Olivier tout à l'heure, où il va y avoir l'impression 3D, la livraison en fait de l'os sec qui va devoir être stérilisé. Et donc, c'est un délai actuellement qui est en fonction des industriels entre 2 et 5 semaines. Avec pareil, en fait, la notion en pédiatrie de croissance évolutive. Donc, par exemple, pour les Américains, la planification, elle doit être de moins de 5 semaines par rapport à la chirurgie. Avec actuellement, par exemple, avec le contexte sanitaire, ça peut compliquer, par exemple, les interventions, parce que des patients qu'on ne pourrait pas décaler, car ils ont déjà eu l'acquisition et on ne pourrait pas répéter un scanner juste pour décaler en fait la chirurgie. Donc, ça soulève également d'autres débats. Donc, on n'a pas tellement de problèmes, nous, d'identification vigilance. C'est un problème à soulever, mais on n'a pas encore de grosses séries. Mais il faudra y faire attention par la suite. Et donc ensuite, une chirurgie, en fait, on va le revoir par la suite, qui est simple d'exécution, avec en fait donc la radiographie préopératoire et le post-opératoire, en fait, avec l'anatomie restaurée la plus normale possible, sachant que en fonction des déformations, on ne peut pas rendre une anatomie strictement normale, mais en tous les cas, dans ce dossier, en fait, rétablir au mieux l'indice radio-ulnaire et une pente radiale la plus anatomique possible, avec du coup une synthèse ici par des plaques, ce qui change un petit peu nos indications, parce qu'en fait, au préalablement, en fait, on synthésait nos ostéotomies par des broches. Donc, une chirurgie satisfaisante, un résultat radiologique très satisfaisant, donc en fait, une expérience qui a été extrêmement favorable. Par contre, il y a eu un surcoût très important parce que rien que la planification s'est facturée 2 000 €, plus du matériel d'ostéosynthèse. Donc là, la pharmacie a commencé à nous dire peut-être que vous êtes content, mais est-ce que vous allez l'utiliser tout le temps? Parce qu'avec une intervention, on utilisait juste des broches sans surcoût de matériel, sans surcoût de planification. On dit, vous n'allez pas pouvoir utiliser ça pour tous les patients. Donc, on nous a bien fait comprendre qu'il fallait avoir des indications vraiment formelles pour justifier ce surcoût. Quelles allaient être nos indications formelles? Ça allait être les ostéotomies dites complexes. Mais complexe, comment on définit complexe? Est-ce que c'est des difficultés de correction? Est-ce que c'est les difficultés de planification? Par exemple, un cas de calvitieux d'avant-bras, donc c'est une fracture typique des 2 os d'avant-bras, assez proximale, qui a été traitée orthopédiquement et qui présente à 3 mois en fait de sa fracture, donc un calvitieux au niveau des 2 os, avec un problème de blocage essentiellement sur la pronosupination. Et ça, on sait que c'est des fractures qui sont des calvitieux qui sont difficiles à traiter parce que c'est un calvitieux en 3D. Il ne suffit pas de se mettre juste au sommet de la déformation. Donc, quel est le traitement recommandé? C'est de faire une ostéotomie au niveau de la zone fracturaire et ensuite de l'ostéosynthèser par ECMES et de laisser le patient bouger en se disant, en coupant au sommet de la déformation, en laissant le patient rebouger, ça devrait bien se passer. On sait que c'est des chirurgies qui ne sont pas forcément satisfaisantes. Si le patient avait un vrai blocage, on peut se dire qu'on pouvait faire mieux, mais on ne pouvait pas leur garantir. Et là, l'idée, c'est de se dire, en fait, en restaurant l'anatomie normale, normalement, on doit rendre l'anatomie spécifique et rendre les mobilités. Donc, pour nous, c'était du coup le fait des mauvais résultats des chirurgies précédentes, se dire, là, ça justifie en fait d'avoir une bonne planification pour restaurer l'anatomie normale. Donc, ça justifie également de lui faire le scanner controlatéral. Et là, l'avantage d'avoir le segment controlatéral sain, il suffit juste par informatique de superposer les 2 segments osseux, et ça donne exactement la coupe à vouloir faire. Donc, non seulement ça précise où doit être fait l'ostéotomie, et on peut également planifier notre ostéosynthèse avec une chirurgie qui est alors complètement simplifiée, parce qu'en fait, on a des canons de visée, on a juste à faire perforer les trous, et ensuite à réduire sur la plaque. Donc, une chirurgie qui est aisée, en fait, on a juste à aborder, positionner le guide, donc ça on va le revoir, tout avec le problème dans la reproductibilité. Donc on positionne le guide tel qu'il a été défini, on prémèche les trous de vis, ensuite on fait notre ostéotomie. Il n'y a plus qu'en fait à réduire sur plaque. On peut même avoir dans la planification les longueurs de vis à utiliser, donc c'est vraiment un vrai confort chirurgical. Et en plus, le fait de réduire sur plaque, ça permet une compression du foyer, donc on a moins théoriquement de problèmes de pseudarthrose.
Donc, une technique chirurgicale qui est très satisfaisante, donc avec la radiographie post-opératoire et surtout une amélioration immédiate en fait des mobilités articulaires. Donc, dans les avantages de cette technique, c'est le confort chirurgical, l'amélioration des amplitudes articulaires et également une synthèse solide. Par contre, c'est un raisonnement qui a été fait uniquement sur os sec en 3 dimensions et en fait, on n'a pas penser dans la planification que la voie d'abord, on n'a pas respecté forcément la voie d'abord. Et en fait, chirurgicalement, quand on a voulu positionner nos guides, en fait, ils étaient décalés par rapport à la voie d'abord. Et on a dû un peu tirer un petit peu sur les parties molles. Et il y a eu un déficit radial en post-opératoire qui, heureusement, n'était qu'une neurapraxie et à récupérer. Mais on s'est dit, on a raisonné uniquement sur os sec et on n'a pas remis, on n'a pas fait attention, en fait, si le cora de la déformation était à l'opposé. Donc ça, dans les planifications futures, peut-être soit avoir une visualisation des parties molles, on le reverra peut-être par des planifications IRM, ou en tous les cas, ça nous a rendu prudents pour les autres planifications. Donc, de ces expériences favorables, en fait, il y a eu une augmentation exponentielle, alors rien que dans notre service, hein, même si le Covid a un petit peu ralenti les utilisations, mais on voit qu'en fait, on a des indications qui augmentent et un grand nombre pour des pathologies très différentes. Il y a aussi de plus en plus d'industriels qui proposent cette technologie et paradoxalement, il y a peu d'études qui sont publiées sur cette technologie en pédiatrie. Dans notre service, on a voulu savoir s'il y avait, on en parlait tout à l'heure, une utilité. L'idée, c'est est-ce que c'est vraiment utile, cette nouvelle technologie. Donc, on a fait une étude rétrospective dans le service où on a comparé les enfants pour des ostéotomies d'avant-bras, ceux qui avaient eu avec guide de coupe et ceux qui avaient eu sans guide de coupe. Donc, c'est limite parce que c'est du rétrospectif. Mais de cette étude, il s'avère qu'il y avait un vrai gain de temps opératoire avec un gain de 42 minutes en moyenne, avec une intervention qui passait de 171 minutes en moyenne à 129 minutes. Et surtout, une qualité de vie améliorée, c'est-à-dire des meilleurs résultats chirurgicaux dans le groupe avec guide de coupe. Dans la littérature, en pédiatrie, il y a eu des études prospectives, comme cette étude dans le traitement des cubitus varus, où ils comparaient le traitement des cubitus varus avec guide de coupe et sans guide de coupe, avec également dans leurs conclusions une réduction du temps opératoire, une réduction des pertes sanguines, même si c'est important, mais ce n'est pas forcément le point crucial dans cette chirurgie, et surtout un taux de correction excellent qui était plus important dans le groupe avec guide de coupe. Un taux de complication qui était similaire et un taux de satisfaction, par contre, qui était plus élevé dans le groupe avec guide de coupe. Il y a une autre étude prospective randomisée, donc méthodologiquement très intéressante, sur 12 enfants concernant une autre localisation pour les ostéotomies fémorales dans le cadre de dysplasie de hanche, avec dans les résultats également un avantage avec une réduction du temps opératoire, une diminution de l'irradiation, qui est un paramètre extrêmement important en pédiatrie. Également, une autre conclusion intéressante qui est la réduction du nombre d'atteintes de l'épiphyse. Parce qu'en fait, du coup, de planifier où est la physe, normalement, ça permet quelque chose qu'on va absolument éviter en pédiatrie. Il y a également une revue récente de la littérature qui date de cette année, qui reprend toute l'utilisation des guides de coupe en pédiatrie. Donc, cette étude a sélectionné 22 articles publiés entre 2011 et 2020. Ça fait un total uniquement de 212 patients avec un âge moyen qui est de 11,2 ans. Dans les avantages retenus de cette étude, c'est qu'il y a une amélioration de la correction angulaire avec une amélioration des mobilités et pas de complications majeures rapportées pour l'utilisation de cette nouvelle technologie. Par contre, dans les limites, comme souvent en orthopédie pédiatrique, il y a un faible nombre de patients inclus avec en moyenne 35% dans les études, la plus grande, 35 patients, et en moyenne 10 patients par étude, ce qui est quand même assez faible. Et par contre, on retrouve également, comme généralement en orthopédie pédiatrique, des indications très variées, à savoir 4 études qui portaient sur des ostéotomies du fémur proximal, 5 sur des ostéotomies d'avant-bras et 5 sur des humérus distaux. Ce qui n'a pas encore été démontré, mais ce que l'on ressent de l'utilisation de cette technologie, c'est que ça permet une meilleure compréhension des déformations, parce qu'en fait, on visualise les segments osseux en entier. Et lors de ma mobilité aux États-Unis, j'ai regardé l'utilisation des guides de coupe pour les déformations de Madelung. Et en fait, il s'avère quand on regarde l'avant-bras en entier, en fait, pour restaurer l'anatomie normale, il faudrait parfois proposer des doubles ostéotomies et pas uniquement s'intéresser en fait au niveau du radius distal.
L'utilisation des guides de coupe, ça permet aussi des nouvelles techniques ou des nouvelles modalités de traitement. Par exemple, ici, c'est un cas d'un cubitus varus qui a été traité dans notre service en 2014, pour lequel, classiquement, on fait une ostéotomie de fermeture externe pour réaligner l'avant-bras, avec, du coup, une cicatrice qui est externe, donc pour le préjudice, entre guillemets, cosmétique, mais surtout un effet de bosse persistant. Le fait de pouvoir planifier l'ostéotomie en avance et surtout d'utiliser une ostéosynthèse spécifique, ça a permis de proposer en fait une ostéotomie d'ouverture interne montée par une plaque. Et en fait, l'industriel a proposé d'utiliser une plaque qui est normalement utilisée pour synthéser des talus au niveau du pied. Avec une chirurgie donc fiable, on peut faire une ostéotomie corrigée dans les deux plans et une synthèse fiable permettant une consolidation même sans greffe. Dans les avantages qui sont aussi actuellement utilisés, c'est d'associer ces nouvelles techniques et notamment dans ce qui est dans les corrections multiplanaires, de coupler en fait des corrections d'axe aux allongements par clous centromédulaires. Donc ça, en fait, ce serait une alternative à la fixation externe classiquement utilisée quand il y a des corrections dans les trois plans, quand on veut allonger et corriger deux plans. Par contre, cette nouvelle technique a des limites qu'il faut souligner. Comme ça avait été soulevé tout à l'heure, le problème de la reproductibilité lié au positionnement des guides. Actuellement, il y a 2 industriels qui proposent des guides avec des techniques qui sont différentes. Soit on positionne le guide, ce qu'on appelle par fitting, avec un guide qui est un petit peu plus grand que l'autre industriel, donc qui nécessite des voies d'abord finalement un petit peu plus larges, et on positionne le guide. En fait, on peut s'entraîner, du coup, l'industriel livre également l'os sec. Par opposition, l'autre industriel propose des guides plus petits, mais par contre, il faut utiliser la scopie, en fait, et on doit repérer si nos broches sont bien positionnées, telles que sur la planification. Avantages et inconvénients dans les deux. L'avantage pour le deuxième, les guides sont plus petits. Par contre, ça impose un contrôle radioscopique supplémentaire. La reproductibilité, l'avantage des deux techniques n'a pas encore été étudié, mais devra absolument, comme on va le revoir, être étudié pour faire ressortir une supériorité de l'un par rapport à l'autre. L'intérêt médico-économique, et oui, parce que le guide de coupe est facturé entre 1 000 et 2 600 € par intervention, et les spécifiques de chaque patient. Mais ça doit s'intégrer dans la notion de coût global. Parce qu'en effet, si ça permet une diminution de 40 minutes d'occupation de salle par patient, ça peut peut-être relativiser le coût qui est également nécessaire en fait, au transport, au conditionnement. Le fait également de pouvoir planifier exactement le matériel utilisé, ça permet peut-être de diminuer plus le stockage ou les implants à faire venir. Enfin, l'irradiation, ça c'est un problème majeur. Donc, de notre étude rétrospective, l'irradiation a diminué en péropératoire ainsi que le temps de fluoroscopie. Par contre, quand on prend l'irradiation globale liée à la technique, le fait de devoir faire un scanner en préopératoire monte de façon cruciale l'irradiation. Donc ça, par contre, avec maintenant le développement des scanners low dose ou de nouvelles séquences IRM, comme les séquences Blackbone ou ZTI, ça permettrait de s'affranchir de ce facteur extrêmement limitant. Donc, en conclusion, en fait, les guides de coupe, c'est une technique qui est très prometteuse, qu'on commence à utiliser largement, qui n'a finalement pas de limite dans nos indications. Par contre, les limites, ce serait potentiellement l'irradiation. La voie de développement, ce serait, comme l'a souligné l'orateur précédent, d'associer les synthèses sur mesure pour pouvoir vraiment couvrir toutes nos indications. Et par contre, comme l'a dit Guillaume Dardenne avant, on a absolument besoin d'essais randomisés pour faire une preuve d'utilité de ces diagnostics, même si le fait qu'il y ait des améliorations cliniques déjà prouvées sont en soi suffisants. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, un vrai intérêt des guides finalement pour ces 2 dernières présentations, et donc en particulier la chirurgie pédiatrique pour le guide patient spécifique, que l'on découvre peut-être plus intéressant, on va dire, sur le geste technique que ça ne peut l'être sur la chirurgie prothétique. D'où l'intérêt d'étendre vraiment ces indications, de prospecter un petit peu dans tous les champs du possible sur ces différents types d'instrumentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, une question d'ophtalmologie. Jean-Pierre Rosenbaum. De poser une question de profane. Vous parliez d'irradiation.
Alors, la question, c'est dans ces fractures que vous avez montrées, est-il possible de se passer d'une irradiation scanner si on n'utilisait pas justement ces technologies? Actuellement, pour obtenir un guide de coupe patient Oui, spécifique. pour pouvoir faire le diagnostic et faire un plan sur votre opération, sur ce que vous désirez faire, est-ce qu'on peut se passer d'une irradiation scanner? Et est-ce que c'était par rapport à ce que vous disiez sur le surplus d'irradiation qui était consécutive à cette technologie? Alors, jusqu'à il y a quelques mois, on ne pouvait pas se passer d'une acquisition donc 3D. Donc, il y avait soit deux possibilités, le scanner ou l'IRM. La technique était validée pour le scanner et pas actuellement pour l'IRM, même chez l'adulte. Il faut absolument la développer pour pouvoir utiliser largement les guides de coupe en pédiatrie. C'est à l'étude, avec la principale limite, ça va être la notion de périoste qui peut rajouter une épaisseur. Donc, parce que là, la technique des guides de coupe patients spécifiques est validée pour le scanner et pas actuellement pour l'IRM, mais elle est en cours de développement. Et ce serait l'avenir proche, on le souhaite. Et donc, pour répondre, non, pas actuellement. Jean-Claude Couffignal. Oui, une question pour rebondir sur le sujet. Est-ce que, comme pour les planifications des parties molles, il y a de la recherche parce que l'intelligence artificielle le permet, sur des reconstructions 3D échographiques qui semblent bien entendu qui seraient excessivement adaptées en pédiatrie, hein, donc. Alors là, ce serait le deuxième avantage d'utiliser l'IRM, c'est qu'on pourrait y adjoindre une planification de nos parties molles. Et du nerf radial. Oui, Gérard Morgan. Et Hubert, oui. Pour l'irradiation, moi je suis radiologue. Pour l'irradiation, je crois qu'il faut relativiser les choses. Avec les nouveaux scanners, on peut régler de manière très importante l'irradiation et baisser considérablement l'irradiation. D'autre part, pour un bras, par exemple, l'irradiation, même chez un enfant, ne compte quasiment pas. On met le bras en l'air comme ça, on met du plomb sur le reste du corps de l'enfant, et l'irradiation d'une main ou d'un avant-bras n'a quasiment pas d'importance. C'est l'irradiation du tronc qui compte. Une racine de cuisse, d'accord, mais pour un bras, on s'en fout. Vous avez tout à fait raison, même si en fait le département de radiologie a vu les demandes de scanner des deux avant-bras ou des deux membres, enfin du membre contralatéral à opérer, ce qui ne se faisait jamais, du coup de faire un scanner d'un membre sain pour du coup une chirurgie du membre contralatéral. Donc même si on est d'accord, on peut le faire, l'idée ce serait que ça ne soit pas un problème, soit par le low-dose, soit par l'IRM. Mais je suis d'accord. L'IRM, c'est pas gagné du tout. Et l'écho 3D, c'est pas gagné du tout. Pour l'instant, ça s'oriente pas vers ça. Alors, on a essayé, c'est pas si simple. On se heurte à des tas d'obstacles. Et l'IRM, faire une modélisation à partir de l'IRM comme à partir d'un scanner, est beaucoup plus difficile et techniquement beaucoup plus compliqué. Tout à fait. Et c'est vrai que le scanner low-dose semble être utilisable très... même, il y a certains centres qui ont commencé, mais ce n'est pas validé. C'est sûr qu'il y a des astuces. Il suffit de mettre le bras en l'air et de ne pas irradier le tronc et de faire avant-bras par avant-bras. Vous arrivez à faire un contrôle latéral pratiquement sans irradier l'enfant. Oui, en fait, toutes ces techniques, ça conduit à quand même privilégier la chirurgie personnalisée pour avoir des meilleurs résultats. Et évidemment, vous vous dites, c'est cher, hein, c'est très très cher. Mais c'est notre rôle, c'est votre rôle d'expliquer que c'est pas parce que c'est cher que c'est moins bien. Au contraire, on va de plus en plus vers une chirurgie personnalisée. On discutait hier avec la Fondation de l'Avenir sur une session qu'on ferait ici concernant la chirurgie propre aux patients. C'est-à-dire, quand on fait une RCP en cancérologie, on personnalise le protocole parce que tout le monde est différent. Et donc, ces notions de coût pour une chirurgie personnalisée, il ne faut pas du tout que ça soit... Enfin, il ne faut pas se cacher. Il faut plutôt le dire. Écoutez, non, c'est vrai que c'est cher, mais c'est beaucoup mieux. Et de ce point de vue, je pense que la chirurgie pédiatrique, vous avez beaucoup plus cette expérience de chirurgie personnalisée qu'on peut l'avoir pour une chirurgie de l'adulte, où on arrive, c'est vrai, à avoir des gros groupes. Et ça mérite d'être mis en exergue, cette notion. Tout à fait. Avec la limite de ça, c'est qu'en fait, quand on a fait une demande de financement, justement, pour
justifier en fait pour l'utilité de cette nouvelle technique, quand on nous a dit il faut faire du prospectif. On s'est dit oui, mais on ne va pas, par exemple, un calvicieux d'avant-bras, on ne va pas ne pas proposer la technique à certains enfants et pas à d'autres. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, c'est des preuves de non-infériorité, mais ça demande un volume de patients qu'on n'aura jamais, en fait. Mais c'est en fait un concept qu'il faut que nous imposions en disant, mais non, mais attendez, c'est une autre façon de traiter les gens et c'est l'intérêt des patients. Et effectivement, on comprend que les gestionnaires aient envie de mettre les patients dans les cases, mais il faut comprendre que ce n'est pas le cas, quoi. Non, ce qu'il faut demander à Manon, c'est ce qu'elle proposerait pour son fils. C'est ce qu'elle peut justifier vis-à-vis de la mère de son patient. Je ferai ça pour mon fils, donc je vous le fais. Actuellement, Actuellement, on n'est pas encore trop embêté par la pharmacie. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, il y a des industriels qui s'y retrouvent en fait, en proposant leur matériel d'ostéosynthèse. Donc, en fait, ils font des planifications, entre guillemets, moins chères. On est moins embêté qu'il y a 2 ans quand c'était une entreprise qui ne proposait que la planification, où il y avait juste un surcoût pour la planification. Donc, actuellement, on n'est pas limité encore par ça, mais après, ce que dit Marc-Olivier, c'est vrai, il va falloir avancer sur des registres et sur la nomenclature pour que ce soit en fait une partie inhérente de l'acte. Et alors, il faut rester proche de l'Académie qui travaille sur cette question de l'accès à l'innovation, notamment avec Hubert Johannet et Jean-Claude Coffignal qui sont là et qui vous écoutent. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.